62,5%, c'est la proportion exacte d'individus parfaitement sains d'esprit, éduqués et équilibrés qui, lors d'une expérience en laboratoire, ont accepté d'administrer des décharges électriques potentiellement fatales à un inconnu manifestant une détresse aiguë. Et ce, pour l'unique raison qu'un chercheur vêtu d'un sarrau leur en avait fait la demande. Vous vous croyez différent? Vous êtes intimement persuadé que vous n'aurez jamais d'appuyer sur ce commutateur. La science expérimentale, la sociologie et l'histoire prêtent à pulvériser cette certitude de manière la plus implacable qui soit. Comment l'esprit humain parvient à anesthésier sa propre conscience morale pour commettre l'irréparable. Observez les gens qui croisent votre quotidien. Pensez à un voisin courtois, à un collègue de travail fort aimable ou à un citoyen respectueux des lois. L'être humain ressent un besoin viscéral, une nécessité psychologique, émotionnelle profonde, ancrée dans notre instinct de préservation. De croire que les individus qui commettent des actes d'une sévérité indicible sont fondamentalement différents du reste de la population. Depuis des siècles, la société cherche à isoler les individus dangereux de l'individu normal afin de se rassurer, ne voulant croire que ces personnes sont des marginaux, des gens atteints de pathologies psychiatriques sévères et troubles structurels de la personnalité affectant la capacité à ressentir de l'empathie. Or, la psychologie, les cliniques et les archives historiques nous obligent à constater une réalité beaucoup plus troublante. Le glissement vers la cruauté n'a souvent absolument rien d'exceptionnel. Sous une pression psychologique spécifique et dans un environnement fortement hiérarchisé, une écrasante majorité d'entre nous peut adopter des comportements que nous aurions jugés strictement inacceptables en temps normal. Ce n'est point une simple hypothèse théorique, car l'analyse exhaustive des données scientifiques prouve que cette capacité à infliger des dommages n'est pas le privilège d'une personnalité déviante. Au contraire, ces actions résultent d'une interaction complexe entre les pressions systémiques, ce qu'on appelle les règles et les contraintes invisibles imposées par une institution, des processus de désengagement moral et des structures sociales qui favorisent le conformisme. Nous allons donc décortiquer étape par étape la mécanique de l'esprit humain pour comprendre comment une simple créature dotée de raison peut en arriver là. La première véritable secousse intellectuelle qui a forcé notre civilisation à se confronter à cette réalité s'est déroulée le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le monde entier cherchait à comprendre comment une nation entière dotée d'institutions modernes et d'un système d'éducation florissant avait pu organiser une tragédie d'une telle ampleur d'une manière aussi méthodique. L'explication la plus pertinente, mais également la plus dérangeante, nous a été fournie par la philosophe Hannah Arendt, l'une des penseuses politiques les plus influentes du XXe siècle. En 1961, Adolf Eichmann, le haut fonctionnaire nazi chargé de la logistique complexe des déportations durant le conflit, est jugé à Jérusalem. Hannah s'y rend afin d'analyser le comportement de cet homme responsable de décisions ayant entraîné des conséquences incommensurables. La démarche de la philosophe était fondée sur une attente précise. Elle s'attendait à voir un individu mu par une agressivité évidente, un fanatique expérimentant une hostilité féroce et irrationnelle. Cependant, en l'observant attentivement durant les longues audiences, elle remarque un décalage profond entre ses attentes et la réalité. Eichmann ne présentait aucun trait de psychopathie apparente. Il affichait une banalité déconcertante. Il se comportait comme un fonctionnaire zélé,
s'exprimant dans un langage purement administratif dont la préoccupation principale semblait avoir été l'efficacité des tableaux de service et de son propre avancement hiérarchique. Face à cette observation, Arendt a formulé le concept de la banalité du mal. Il s'agit d'une théorie philosophique majeure démontrant que les actes d'une gravité extrême pouvant être perpétrés par des personnes tout à fait normales qui ont simplement abdiqué à leur capacité de jugement critique. En effet, pour la philosophe, le cœur du problème chez l'accusé résidait dans l'absence de penser ce qu'elle nomme la tautolness. Capacité vertigineuse à s'interroger sur la portée éthique de ses propres actions au-delà de leur simple exécution technique. Il est impératif de préciser que cette absence de pensée ne signifie aucunement un manque d'intelligence intellectuelle ou de l'incompétence professionnelle. Il s'agit plutôt d'une déconnexion volontaire et systématique entre un acte technique et sa conséquence humaine directe. En s'intégrant dans la moindre réserve dans un système bureaucratique totalitaire, cet homme avait cessé d'évaluer ses propres décisions sur le plan moral. Il se contentait de suivre les lois en vigueur avec une telle précision. L'analyse Arendt indique que le pire se normalise lorsqu'il est accompli par des individus qui ne choisissent pas délibérément d'agir avec malveillance, mais qui fonctionnent par pur automatisme social. L'individu devient un rouage d'une machine dont il ne questionne plus l'objectif final, transformant ainsi des opérations de destruction en simples problèmes d'optimisation logistique. L'utilité de cette grille de lecture est primordiale pour toute société moderne, car elle met en lumière l'inversion de la morale dans les systèmes autoritaires. Arendt rappelle l'importance de l'impératif kantien, qui constitue la règle formulée par le philosophe Emmanuel Kant, stipulant que l'on doit toujours agir en traitant l'humanité comme une fin en soi, et jamais simplement comme un moyen. Dans un régime totalitaire, ce principe est remplacé par l'injonction de fusionner sa propre volonté avec celle du système. L'abdication de la distance critique, c'est-à-dire le refus de prendre du recul sur un ordre donné pour évaluer la justesse. Exactement ce qui permet à des pratiques inacceptables de s'installer de manière permanente. Néanmoins, pour que cette théorie d'observation soit pleinement reconnue, il fallait que la science puisse en démontrer les mécanismes dans un cadre rigoureux et contrôlé. C'est alors que la psychologie expérimentale intervient avec fracas pour qualifier ce phénomène. En 1963, le chercheur Stanley Milgram de l'université Yale décide d'étudier scientifiquement les limites exactes de l'obéissance humaine. Les protagonistes de cette étude étaient au nombre de 3. Un scientifique incarnant l'autorité institutionnelle, un élève qui était en fait un acteur professionnel complice et un volontaire naïf recruté dans la population civile pour jouer le rôle du professeur. La démarche consistait à placer le professeur devant un vaste pupitre de contrôle et à lui demander d'administrer des décharges électriques à l'élève chaque fois que celui-ci se trompait dans un test de mémorisation. Le voltage augmentait progressivement à chaque erreur, passant d'un niveau inoffensif de 15 volts jusqu'à un impressionnant maximum de 450 volts. Bien que l'appareillage fût entièrement factice et que l'acteur ne reçut aucune véritable décharge, le volontaire croyait fermement aux conséquences néfastes de ses actes. À mesure que les paliers augmentaient, l'acteur dont la pièce voisine exprimait vocalement son inconfort, demandait l'arrêt immédiat de l'expérience et mentionnait des douleurs thoraciques, puis finissait par cesser de répondre, simulant ainsi une perte de conscience. Face au silence pesant et à l'inquiétude grandissante des volontaires qui transpiraient et tremblaient, le scientifique donnait des instructions calmes mais avec fermeté.
L'expérience exige que vous continuez. Les résultats ont profondément ébranlé le monde entier. 62,5% des participants sont allés jusqu'à la tension maximale. Graham a théorisé cette observation sous le nom d'état agentique. L'état agentique se définit comme un état psychologique particulier dans lequel une personne ne se considère plus comme l'auteur autonome de ses actes, mais uniquement comme le simple agent exécutif d'une autorité qu'elle juge légitime. Dans cette condition de soumission, la perception de la responsabilité individuelle est prestement transférée à la figure d'autorité. Le sujet se sent responsable de la bonne exécution de la tâche envers le scientifique, mais il se détache entièrement de la responsabilité de ses actes ou bien de ses conséquences de cette tâche sur la tierce personne. Pour affiner sa compréhension de la nature humaine et vérifier la solidité de sa théorie, Milgram a modifié les paramètres de l'expérience avec une précision mathématique. Si l'on augmentait la proximité physique avec la cible, c'est-à-dire en plaçant l'élève et le professeur dans la même pièce et forçant le sujet à maintenir la main de l'élève sur une plaque. L'obéissance alors diminuait significativement. Cela s'explique parce que la résonance empathique, c'est-à-dire la capacité neurologique à percevoir directement des émotions et de la détresse d'autrui, rendait l'action psychologiquement un petit peu insupportable. L'absence physique de l'autorité ou bien lorsque le scientifique quittait la pièce et donnait des consignes par téléphone faisait également chuter le taux de conformité. Les sujets allant même jusqu'à mentir en administrant des chocs de plus faible intensité. Toutefois, l'élément le plus révélateur et le plus porteur d'espoir fut l'introduction de la dissidence. Si un autre participant, un acteur positionné à côté du volontaire, refusait de continuer l'expérience, le taux d'obéissance du volontaire s'effondrait pour atteindre à peine 10%. Ces données prouvent que l'importance absolue du soutien social et de la rupture d'humanité pour permettre à un individu de s'affranchir d'une consigne injuste. Des chercheurs ultérieurs, tels l'historienne des sciences Gina Perry, ont apporté des nuances méthodologiques à ces expériences. Notons après écoute des archives que certains participants avaient deviné la supercherie ou avaient été soumis à une pression sortant du protocole initial. Cependant, l'expérience de Milgram demeure un jalon incontournable car il illustre parfaitement la tension constante entre la conscience individuelle et les pressions d'un environnement structuré, démontrant que la désobéissance survient souvent uniquement lorsque le sujet reconnaît à la victime un droit aliénable, naturel, qui ne peut être supprimé, supérieur au droit de l'autorité. D'autres experts se sont penchés sur l'impact global de l'environnement et du pouvoir sur notre attitude. En 1971, le psychologue Philip Zimbardo lance la très controversée expérience de la prison de Stanford. Sa démarche consistait à simuler un environnement carcéral extrêmement réaliste, afin d'observer comment les rôles assignés arbitrairement influencent le comportement humain. Il a sélectionné 24 étudiants rigoureusement évalués pour leur équilibre mental, psychologique, leur absence de tendance agressive, les a divisés au hasard en deux groupes distincts, les gardiens et les prisonniers. Pour renforcer l'immersion, les prisonniers ont été arrêtés par une véritable police locale. Fouillés, ont dû porter de simples blouses numérotées. Les gardiens disposaient d'uniformes d'inspiration militaire, de matraques et de lunettes à soleil à effet miroir. Ces lunettes jouaient un rôle déterminant en introduisant un état d'individualisation.
La désindividualisation est un phénomène psychologique documenté par lequel le port d'un uniforme, d'un masque ou l'immersion dans un grand groupe diminue drastiquement la conscience de soi et l'inhibition personnelle, facilitant l'adoption de comportements sévères que l'individu rejetterait dans un temps normal. Très rapidement, la situation s'est dégradée bien au-delà des prévisions. Protégés par ce cadre artificiel et l'autorité inhérente à leur rôle, les étudiants gardiens ont commencé à imposer des contraintes de plus en plus sévères, humiliantes et dégradantes aux prisonniers. La dynamique de groupe a pris le pas sur des valeurs individuelles, à tel point que Zimbardo lui-même s'est laissé absorber par son rôle de directeur de prison, en perdant son objectivité scientifique. Il a dû interrompre l'expérience au bout de 6 jours seulement, interpellé par une collègue extérieure face à la détresse psychologique des participants. Il a donc conceptualisé ce phénomène sous le nom l'effet Lucifer. Ces théories avancent que les comportements nuisibles ne sont pas toujours le fait de personnalités toxiques, mais qu'ils émergent naturellement d'un mauvais tonneau, c'est-à-dire un contexte institutionnel déficient qui encourage ou tolère implicitement l'abus de pouvoir. L'utilité de cette étude réside dans sa capacité à expliquer les dérives graves au sein d'institutions réelles. Lorsque l'on place des individus dans un système doté de peu de supervision, d'un manque de transparence ou d'une asymétrie de pouvoir total, le risque de voir apparaître des comportements abusifs augmente considérablement, peu importe la probité morale initiale des personnes impliquées. On a pu tristement observer que lors de divers scandales dans les centres de détention militaires internationaux au début des années 2000, la soumission à une autorité stricte ou l'influence d'un uniforme ne sont pas les seuls vecteurs de changement. Parfois, l'alignement sur un comportement préjudiciable est dicté par la simple dynamique sociale d'un groupe ou de pairs, un besoin fondamental d'appartenance. L'historien Christopher Browning l'a démontré dans son étude détaillée du 101e bataillon de réserve de la police allemande durant la Seconde Guerre mondiale. La situation nous amène en juillet 1942. Ce bataillon n'était absolument pas composé d'unités d'élite fortement politisées, mais de réservistes, des pères de famille et des travailleurs d'âge moyen issus de divers milieux professionnels et de la région de Hambourg. Lorsqu'ils reçoivent l'ordre d'intervenir contre une population civile désarmée dans le village de Josefo, leur commandant, visiblement bouleversé, leur offre explicitement la possibilité de ne pas participer à l'opération s'ils ne se sentent pas capables et ce, sans aucune crainte de représailles ou de cour martiale. Malgré ces échappatoires inespérés et clairement formulés, la très grande majorité des hommes a choisi de rester dans les rangs et participer à l'action. La démarche analytique de Browning démontre que cette décision funeste n'était pas dictée par la contrainte physique, mais principalement par la pression des pairs. La pression des pairs est un mécanisme de conformisme social poussant un individu à s'aligner sur les actions de son groupe d'appartenance par peur du rejet, du jugement ou de l'isolement. Refuser d'agir signifiait se désolidariser de ses camarades et leur laisser la responsabilité d'une tâche perçue à tort, comme une obligation collective inévitable. Par conséquent, la loyauté envers le groupe est une caractéristique habituellement considérée comme une valeur humaine hautement positive. A ici servi le terrible catalyseur pour maintenir la participation à un acte destructeur. Pour supporter la charge émotionnelle inouïe de ces actes et maintenir une certaine fonctionnalité mentale les jours suivants, les hommes ont dû s'adapter psychologiquement. C'est ici qu'intervient la notion de dissonance cognitive.
formulée par le psychologue Léon Festinger. Dissonance cognitive désigne un état de tension mentale extrêmement inconfortable qui survient lorsqu'une personne agit en contradiction directe avec ses croyances ou bien ses valeurs morales profondes. Pour réduire cet inconfort brûlant, l'être humain met en place des stratégies d'évitement et modifie sa propre perception de réalité. L'historien note que beaucoup de ces hommes ont développé des mécanismes d'anesthésie émotionnelle, recourant par exemple à une forte consommation d'alcool après les opérations pour occulter le souvenir de leurs actions, démontrant ainsi une brutalisation par l'habitude. Cette capacité de l'esprit de se protéger de ses propres contradictions a été modélisée de façon précise par le psychologue Albert Bandura. À travers le concept de désengagement moral, il s'agit d'un ensemble de 8 mécanismes cognitifs sournois permettant à une personne de désactiver son autocensure et de justifier ses actes qui violent ses propres principes éthiques, tout en continuant à se considérer comme une personne fondamentalement bonne. La première étape de ce processus consiste à reconfigurer l'acte lui-même. L'individu utilise la justification morale pour se convaincre que son action sert à un but supérieur, comme la sécurité de l'État ou le maintien de l'ordre public. Il emploie ensuite l'étiquetage euphémistique, c'est-à-dire l'utilisation d'un vocabulaire technique, neutre ou administratif pour masquer la réalité organique d'une action dommageable. On parlera de dommages collatéraux d'opérations de maintien ou de traitement d'une cible plutôt que d'écrire objectivement la violence physique des faits. L'esprit procède également à une comparaison avantageuse, minimisant la gravité de ses propres actes en les comparant à des agissements supposément pires attribués à d'autres. La deuxième étape vise à brouiller la perception de responsabilité directe. Cela inclut le déplacement de responsabilité, c'est-à-dire le fait de reporter l'entièreté de la faute sur la hiérarchie en affirmant n'être qu'un exécutant. Diffusion de la responsabilité. Cela survient lorsque l'on divise une action au sein d'une large administration ou d'un grand groupe de sorte que la personne personnellement et entièrement impliquée dans le résultat final. L'individu tend également à minimiser ou à ignorer les conséquences de ses actes en s'éloignant physiquement de la situation ou bien en refusant d'observer le résultat. Enfin, la dernière étape est assurément la plus critique et dangereuse. Elle concerne la perception de l'autre, la déshumanisation. En réduisant un groupe de personnes à des stéréotypes réducteurs ou en les comparant à des éléments indésirables ou concepts mécaniques, l'esprit exclut définitivement ces individus du cercle de l'empathie humaine. Le sujet procède aussi au blâme de la victime, cherchant des raisons pour justifier les cibles méritaient leur sort. Cela permet de rationaliser le comportement en se dédouanant de toute culpabilité morale. Ces processus psychologiques trouvent aujourd'hui un écho fascinant et mesurable dans les neurosciences cognitives. Les travaux récents de la chercheuse Émilie Caspar apportent un éclairage biologique foudroyant sur ces phénomènes sociaux. À l'électroencéphalographie, c'est-à-dire une technologie médicale non invasive permettant de mesurer l'activité électrique du cerveau en temps réel. Mon équipe a pu observer précisément ce qui se produit au niveau neuronal lorsqu'une personne agit sous la contrainte d'un ordre. Les données cliniques recueillies montrent que l'obéissance modifie activement et physiquement le traitement de l'information par le cerveau. En situation normale, le fait de prendre une décision ayant un impact négatif sur autrui déclenche un signal de conflit mesurable dans le cortex frontal.
Cette zone cérébrale est associée à l'évaluation morale, à la réflexion approfondie et à la prise de décision complexe. Plus précisément, l'activité θ midfrontale qui réagit face au dilemme. En revanche, lorsque la même action est exécutée sur l'ordre strict d'une autorité, ce signal de conflit moral diminue de manière drastique, presque comme s'il était mis en sourdine. Plus, les chercheurs mesurent une baisse alarmante du sentiment d'agence. Le sentiment d'agence se définit comme la perception intime, immédiate et chronométrique d'être le véritable auteur de ses actes ou actions. Sur le plan strictement neurobiologique, le fait de recevoir un ordre semble distancer temporellement l'individu des conséquences de son geste. Le cerveau enregistre l'action comme si elle était initiée par une cause externe, atténuant ainsi mécaniquement le poids de la culpabilité ressentie. Les découvertes scientifiques majeures résonnent avec la définition proposée par le chercheur Simon Baron-Cohen, qui décrit ce type de comportement comme une érosion contextuelle de l'empathie. L'empathie s'appuie sur un vaste réseau cérébral incluant l'amygdale, impliqué dans le traitement des émotions primaires, le cortex préfrontal responsable de la régulation et de l'insula lié à la conscience corporelle et au dégoût. Sous l'effet d'un stress aigu, d'une idéologie très polarisée ou une dynamique de groupe coercive, ce réseau complexe peut être simplement inhibé. L'individu entre alors dans un état de zéro négatif, où l'autre n'est plus perçu avec la même considération humaine. Un état, chez l'individu sain, est induit de manière réversible par les circonstances environnementales. Ce basculement cognitif peut d'ailleurs être accéléré par des idéologies de groupe spécifiques. Comme souligne la chercheuse Agnieszka, collègue de Zavala, avec son travail sur le concept de narcissisme collectif, le narcissisme collectif s'articule autour d'une posture de groupe caractérisée par une croyance exagérée et irréaliste de la supériorité de son propre clan. Combiné à une hypersensibilité chronique face à toute menace perçue ou critique extérieure. Contrairement à une cohésion sociale saine qui est basée sur la confiance interne et la tolérance, le narcissisme collectif génère un sentiment constant d'insécurité. Cette fragilité identitaire peut facilement être instrumentalisée par des figures d'autorité pour justifier des mesures hostiles envers d'autres groupes. Perçus uniquement comme des adversaires potentiels à neutraliser préventivement, de même, la sociologie moderne souligne l'importance des facteurs environnementaux dans notre quotidien. Des situations de stress continu, d'encombrement extrême ou de manque de ressources ou de précarité peuvent considérablement réduire les ressources cognitives nécessaires à notre régulation émotionnelle. Dans des contextes de haute tension, comme des prisons surpeuplées, ou des environnements souffrant d'un désinvestissement social chronique, la tolérance à la frustration s'effrite rapidement. Des comportements agressifs peuvent émerger chez les individus, par ailleurs très tempérés, prouvant que l'environnement physique et l'aménagement urbain jouent un rôle prépondérant dans nos réactions comportementales. Face à la redoutable puissance de ces mécanismes cognitifs, institutionnels et environnementaux, il est toutefois essentiel d'étudier la psychologie de la résistance. Tout au long de l'histoire, face aux pires crises, des individus et des communautés ont su maintenir et préserver leur intégrité face à des systèmes oppressifs. Les chercheurs Samuel et Pearl Holliner ont longuement étudié le profil d'individus ayant pris de grands risques personnels pour aider autrui durant la Seconde Guerre mondiale. Leur démarche analytique a mis en évidence que cette capacité de résistance n'est pas innée et qu'elle résulte le plus souvent d'un cadre éducatif spécifique. Ces personnes se distinguaient fréquemment
par une éducation infantile axée sur l'universalité de l'éthique. Cette notion est le principe directeur selon lequel les règles de respect, d'assistance et de dignité s'appliquent de manière inconditionnelle à tous les êtres humains, sans aucune distinction d'appartenance sociale, nationale ou religieuse. De plus, ces individus avaient souvent évolué dans un environnement familial valorisant l'éducation à la raison, où l'explication logique et le dialogue prévalaient sur la contrainte autoritaire et la punition stricte. Cette approche favorise le développement d'un esprit critique solide, capable de remettre en question les directives extérieures lorsqu'elles contreviennent aux principes éthiques fondamentaux. Le village français du Chambon-sur-Lignon illustre parfaitement cette dynamique salvatrice. Durant l'occupation, cette communauté a collectivement protégé et dissimulé des milliers de réfugiés. Ce comportement admirable trouve sa source dans une longue histoire d'entraide et une forte tradition d'indépendance d'esprit face aux autorités centrales. Dans ce village particulier, la pression sociale s'est inversée pour devenir un formidable vecteur de protection. Le silence, la solidarité et le refus catégorique de dénoncer étaient devenus la norme attendue, démontrant qu'une communauté bien structurée autour des valeurs fortes peut générer un environnement propice à la sauvegarde de la dignité humaine. En synthèse, l'analyse croisée de ces nombreuses disciplines, c'est-à-dire de la philosophie politique ou neurosciences, nous enseigne que la fragilisation de nos barrières morales est souvent un processus progressif grandement influencé par des facteurs systémiques, puisque la compréhension de l'état agentique, du désengagement moral et des réponses neurologiques à l'autorité nous montre à quel point l'esprit humain est adaptable pour le meilleur comme pour le pire. L'illusion consiste à penser que les actes nuisibles relèvent uniquement de personnalités exceptionnellement toxiques, alors que les contextes institutionnels et la dynamique de groupe jouent un rôle prépondérant. Pour construire une société résiliente, il apparaît nécessaire de cultiver délibérément le courage éthique dès le plus jeune âge. La promotion de la pensée critique est indispensable pour apprendre à décoder les justifications euphémistiques et les processus de déshumanisation présents dans certains discours publics et médiatiques. Il convient de maintenir fermement le principe de responsabilité individuelle au sein des organisations en évitant les structures opaques qui diluent la prise de décision et favorisent l'impunité. Enfin, c'est primordial de renforcer l'empathie en encourageant le dialogue, l'intégration et la compréhension véritable entre les différents groupes sociaux. La vigilance intellectuelle demeure notre meilleur outil de prévention. L'erreur la plus fatale serait d'adopter une attitude de certitude absolue en se targuant « Moi, je n'aurais jamais agi de la sorte. J'aurais immédiatement contesté l'autorité en place. » La frontière entre l'acceptation d'une directive discutable et la participation active à un système injuste est d'une subtilité extrême. Elle se franchit par de minuscules compromis successifs et rationalisation quotidienne. Les environnements normatifs n'ont pas besoin de personnalités atypiques pour fonctionner. Ils s'appuient massivement sur la conformité de citoyens qui, pris dans la routine, omettent de questionner la légitimité des consignes. Donc, il est nécessaire de garder un regard lucide sur les mécanismes d'autorité, de rester attentif aux pressions de conformité et de se souvenir qu'en l'absence d'une réflexion personnelle constante, la ligne de conduite que nous adoptons peut rapidement nous échapper. Maintenir cet esprit critique en éveil, la responsabilité inaliénable de chacun d'entre nous.